Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Médien TV. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, s'est rendu il y a 3 semaines en Égypte, en Israël et en Cisjordanie. Au cours de cette visite, les discussions ont été axées sur la crise israélo-palestinienne et la perspective d'une solution à 2 États, car depuis l'avènement du gouvernement Netanyahou en début d'année, nous avons assisté à une forte escalade des tensions entre Israéliens et Palestiniens. Le ministre israélien de la Sécurité nationale d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a pénétré le 3 janvier sur l'esplanade des mosquées. Puis le 25 janvier, les forces israéliennes ont lancé une attaque contre le camp de Jenin, sous prétexte d'empêcher de présumés terroristes d'attaquer Israël. Lors de cette intrusion, 9 Palestiniens ont été tués et 20 autres blessés. Le lendemain, 3 roquettes ont été tirées de Gaza vers Israël, qui a riposté par des frappes aériennes sur des sites de fabrication de missiles dans la bande de Gaza. Et dans la soirée de ce même jour, un Palestinien a tué 7 Israéliens à la sortie d'une synagogue de Jérusalem-Est, dans ce qui constitue l'attaque la plus meurtrière depuis 2008. Tandis que, côté palestinien, le nombre de morts en Cisjordanie a doublé au cours de ce premier mois, comparé à celui enregistré en 2022. Nombre de victimes le plus élevé jamais observé au cours d'un mois de janvier. Dans cet épisode, nous discuterons de la visite du secrétaire d'État Blinken dans la région et de l'impact de la diplomatie américaine face à l'escalade des tensions. Nos invités aujourd'hui sont 2 experts du Proche-Orient. Le premier est le docteur David Pollock, qui est chercheur associé au Washington Institute. Il a été conseiller principal pour le Grand Moyen-Orient au département d'État américain. Quant à notre second invité, il s'agit de l'ambassadeur Jake Wallace, qui était en poste en Tunisie de 2012 à 2015. Aujourd'hui retraité, il a travaillé durant 35 ans sur les questions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il a également été consul général des États-Unis à Jérusalem de 2005 à 2009 et travaille pour le compte de l'Institut Carnegie pour la paix internationale à Washington. Messieurs, soyez les bienvenus. Je vais commencer par donner la parole à notre chroniqueur Georges Landrit. Georges, le Premier ministre Netanyahou jouit de beaucoup de soutien de la part des républicains au Congrès et vous en connaissez un certain nombre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi une telle popularité? Interesting enough, I think it probably began in about 2015 because at that time there was this. Écoutez, il est important de souligner que l'affaire a commencé en 2015. Pendant ce temps, il y a eu une discussion aux États-Unis sur la nature de l'accord nucléaire proposé par l'Iran et cela s'est transformé en un différend. Il y avait beaucoup de désaccords autour de cela car une partie a fait valoir que le fait de parvenir à un accord est plus important que son contenu. En revanche, les républicains ont défendu la nécessité de l'affronter, ce que Netanyahou a également vu. Donc, ils ont formé une alliance avec lui pour empêcher la conclusion d'un tel accord. En outre, Netanyahou a été invité à prononcer un discours lors d'une session conjointe du Congrès. Cela s'est fait par l'intermédiaire du Congrès et non par l'administration de la Maison-Blanche. Ainsi, cette dynamique s'est créée et se poursuit aujourd'hui en raison de l'attachement de l'administration Biden à remanier l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Alors, je pense que ce sont les mécanismes derrière cette popularité, car les relations américano-israéliennes ne sont généralement pas soumises à l'affiliation à un parti, qu'il soit républicain ou démocrate. Je vous remercie pour cet excellent éclairage sur l'origine de l'alliance entre Netanyahou et les républicains contre l'Iran et contre la volonté des démocrates de parvenir à un accord sur le nucléaire avec Téhéran. Je me tourne à présent vers notre premier invité, David Pollock. David, vous avez suivi de près le conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, nous sommes face à un gouvernement israélien d'extrême droite, alors que l'autorité palestinienne n'a jamais été aussi fragile qu'aujourd'hui. Comment évaluez-vous alors cette situation et concrètement, quel bilan peut-on tirer de cette visite d'Anthony Blinken? I think that the most we can expect from the visit of Secretary of State Blinken
Je pense que tout ce que nous pouvons attendre de la visite du secrétaire d'État américain Blinken et de certains hauts responsables américains, dont certains sont restés à Jérusalem et en Cisjordanie pour essayer d'apaiser la situation, c'est qu'ils parviennent à maintenir le calme sans pouvoir faire un quelconque progrès politique vers une véritable solution au conflit israélo-palestinien. But at least to keep the violence under control from both sides and to prevent. Mais au moins en contrôlant la violence des deux côtés, en empêchant de nouveaux incidents à la mosquée Al-Aqsa en Cisjordanie, des incidents terroristes à l'intérieur d'Israël ou des tirs de roquettes de Gaza par le Hamas et d'empêcher que des incidents majeurs ne provoquent une confrontation majeure entre les deux parties. A big confrontation between the parties. That, I think, is realistic. And I think the key issue here is, yes, it is a very right-wing Israeli government. Je pense que cela est réaliste d'une certaine manière et que le Premier ministre Netanyahou est toujours intéressé à garder sous contrôle ses partenaires gouvernementaux les plus expérimentés. Under control. And on the Palestinian side, I think the Palestinian Authority, weak as it is, du côté palestinien, je pense que l'autorité palestinienne, avec sa faiblesse actuelle, a toujours un intérêt clair et une certaine capacité à garder les éléments palestiniens les plus violents sous contrôle. Le Hamas à Gaza a également un intérêt clair à réduire autant que possible la violence entre Israël depuis la bande de Gaza et non depuis Jérusalem ou la Cisjordanie, car le Hamas est l'autorité à Gaza et se rend compte qu'Israël réagira violemment si elle est soumise à une quelconque attaque du Hamas sur n'importe quelle cible. Nous sommes donc dans une situation où malheureusement il n'y a pas beaucoup d'espoir de progrès politique, mais il y a plus ou moins un certain espoir que le conflit puisse être géré et que le niveau de violence soit maintenu à un niveau relativement bas malgré tous les extrémistes des deux côtés. Il est intéressant de noter que la venue en Israël et en Cisjordanie du secrétaire d'État a été précédée d'une visite en Égypte où il a rencontré le président Al-Sisi et qu'au lendemain de cette tournée proche-orientale, le roi Abdallah II de Jordanie s'est rendu à Washington pour rencontrer le président Biden. Alors, quel pouvoir les voisins d'Israël disposent-ils pour aider les États-Unis à contenir cette violence? Quel est leur impact sur la situation en Cisjordanie et en Israël? I think that Blinken's trip to Cairo. Je pense que la visite de Blinken au Caire et sa rencontre avec le président Abdel Fattah al-Sisi montrent clairement que les États-Unis sont déterminés à améliorer leurs relations avec l'Égypte malgré les tensions antérieures sur les droits de l'homme et d'autres questions. Despite some earlier tensions over human rights and other issues. And part of that, a big part of that, is related to Egypt's influence. Une grande partie de cela est liée à l'influence du Caire sur le Hamas dans la bande de Gaza, qui se situe à proximité de l'Égypte. At least not directly. And they have a lot of influence in encouraging Hamas. Cette empreinte se manifeste par l'encouragement du Hamas à se calmer en faisant comprendre au mouvement que cela ne signifie faire la paix avec Israël, mais seulement éviter une autre guerre meurtrière. Cela est possible si le Hamas parvient à contenir les éléments les plus extrémistes du mouvement à Gaza ainsi que le djihad islamique dont les membres ne cessent de tirer des roquettes sur des communautés civiles à l'intérieur d'Israël près des frontières communes. Now, in the case of Jordan, it's a little bit different. Jordan has almost no influence in Gaza.
but it has some influence in the West Bank. And Quant à la Jordanie, la situation est un peu différente. La Jordanie n'a quasiment aucune influence sur le Hamas à Gaza, mais elle a une certaine influence en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est et au niveau de la mosquée Al-Aqsa ou Al-Haram Sharif, qui représente un enjeu religieux et politique pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. And useful role in helping to convince all sides, the Palestinians, the Israelis, and the international community, that the À cet égard, je pense que la Jordanie joue un rôle très positif et utile en aidant à convaincre les parties palestiniennes et israéliennes et la communauté internationale que le statu quo dans cette région doit être préservé pour éviter de provoquer des tensions majeures telles que des incursions massives d'extrémistes israéliens sur l'esplanade des mosquées ou des actes de violence à l'encontre d'Israéliens devant le mur des lamentations. Violence on the part of Muslim worshippers against Israelis praying at the Western Wall, the El Burak, just below the Haram al-Sharif. Par conséquent, la Jordanie, en sa qualité de superviseur entourant le Haram al-Sharif à Jérusalem-Est, joue un rôle important dans le maintien du calme, ce qui m'amène à parler du rôle des autres pays arabes, dont le Royaume du Maroc, les Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn et les pays arabes africains signataires d'accords avec Israël comme le Soudan et le Tchad. And the new signatories to accords with Israel that we see in Arab countries in Africa, like Sudan or Chad, recently, just very recently. The role that all of those countries En fait, le rôle joué par tous ces pays et le rôle joué par les accords d'Abraham est très vital et crucial parce qu'il donne à Netanyahou et même à ce gouvernement israélien d'extrême droite une raison d'éviter l'escalade des tensions avec les Palestiniens parce qu'Israël se rendra compte qu'il y a quelque chose à perdre si cette tension se produit et Israël ne veut pas perdre l'héritage et les avantages résultant du maintien de ces pays arabes dans le cercle de la paix des accords d'Abraham avec Israël. In the circle of peace, in the Abraham Accords with Israel. Merci David d'avoir soulevé ce point qui est très important et qui est rarement abordé, à savoir l'importance des accords d'Abraham en vue de réduire l'intensité des affrontements et d'empêcher Benjamin Netanyahou de poursuivre sa politique d'extrême droite. Merci David d'avoir soulevé ce point qui est très très important. Alors, juste après une courte pause, nous retrouverons notre deuxième invité, l'ambassadeur Jake Wallace. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Alors, notre discussion porte aujourd'hui sur la dernière visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Égypte, en Israël et en Cisjordanie. Et nous sommes rejoints par l'ambassadeur Jake Wallace, ancien ambassadeur américain en Tunisie, ancien consul à Jérusalem. Merci de votre participation. Nous sommes ravis de vous accueillir. En fait, de nombreux observateurs accordent une grande attention à la récente visite d'Anthony Blinken dans la région. Il est important de mentionner qu'il y a eu des démarches diplomatiques avant cette visite. Au cours des 3 premières semaines de l'entrée en fonction de Benjamin Netanyahou, le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, s'est rendu à Washington. De leur côté, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et le directeur de la CIA, William Burns, se sont rendus en Israël et en Cisjordanie. D'ailleurs, certains experts affirment que l'administration américaine ne s'est jamais engagée avec un gouvernement israélien aussi tôt et à un niveau aussi élevé. As early, as often, and at as high a level as this administration. Alors ma question pour vous est la suivante. Quel regard portez-vous sur la politique du président Biden envers le gouvernement Netanyahou et que peut-il résulter d'un tel engagement?
Well, Adam, you're right that this is a major investment of time and effort at very senior levels by this administration to coordinate with the new Israeli government. Vous avez raison, Adam, c'est un grand investissement de temps et d'efforts de la part d'un très haut niveau de l'administration américaine pour se coordonner avec le gouvernement israélien, à un moment où la politique américaine dans le monde se concentre sur d'autres questions telles que le défi posé par la Chine ainsi que la guerre russe en Ukraine. La situation au Moyen-Orient était principalement calme. C'est ce que l'administration Biden essaie de réaliser avec le gouvernement israélien, qui est plus extrême à droite que les gouvernements précédents, qui a plus de potentiel à susciter des problèmes, non seulement avec les Palestiniens, mais aussi avec l'Iran et peut-être avec le Hezbollah au Liban. Par conséquent, ce que l'administration américaine essaye de faire, c'est d'établir une base d'entente avec le gouvernement israélien pour maintenir le calme dans la région. Je pense que l'administration investit du temps et des efforts importants par l'intermédiaire de hauts fonctionnaires pour essayer d'éviter des problèmes majeurs dans l'avenir. Mais seul le temps répondra à la question de savoir si cet effort sera payant et cela nécessitera une communication continue, non seulement au niveau supérieur, mais sur une base continue à un niveau inférieur. De plus, j'ai bien aimé le fait que Blinken a laissé derrière lui un certain nombre de responsables dans la région et je crois qu'il existe un plan pour envoyer des responsables américains en Israël et en Cisjordanie pour poursuivre justement ces efforts considérables. Avez-vous des raisons de croire que Joe Biden réussira là où ses prédécesseurs ont échoué? Well, President Biden has, as he's pointed out, dealt with Israeli prime ministers going back to Golda Meir. So he's got a lot of experience dealing with Israel. He's also got a lot of experience dealing with Netanyahu. Écoutez, le président Biden connaît tous les premiers ministres d'Israël depuis l'ère de Golda Meir. Par conséquent, il a beaucoup d'expérience. Il est un expert dans les relations avec Netanyahou. Je ne pense pas qu'il se fasse d'illusions sur le fait que traiter avec Netanyahou sera facile. Mais il est déterminé à faire tout son possible pour entretenir cette fois de meilleures relations avec Israël, après que les relations aient été très difficiles auparavant pendant l'ère du président Obama, pour les deux côtés. De même, je pense que Netanyahou en a également tiré une leçon. Par conséquent, il y a une intention de la part des deux parties d'améliorer les relations. D'ailleurs, c'est pourquoi Biden a envoyé des responsables dès le début et le succès de cela dépendra des politiques israéliennes et américaines. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent entraver cette relation, mais il y a un effort des deux côtés pour essayer d'établir de bonnes relations. Regardons maintenant du côté des Palestiniens, avec qui vous avez longtemps traité. Vous connaissez d'ailleurs très bien Mahmoud Abbas. Avant l'arrivée du secrétaire d'État Blinken à Ramallah, le président Abbas a reçu les directeurs des renseignements de Jordanie et d'Égypte. Alors, selon vous, que lui ont-ils dit et les a-t-il écoutés? Well, I think the visits of the Jordanian and the Egyptian ministers were coordinated with Bill Burns, the head of the CIA. Je pense que la visite du chef des services de renseignement égyptien et jordanien s'est déroulée en coordination avec le directeur de la CIA, William Burns. Ce dernier estime que si les Palestiniens veulent arrêter les attaques et les incursions israéliennes en Cisjordanie, alors ils doivent faire plus pour imposer la loi et l'ordre dans les villes du nord de la Cisjordanie, Jenin et Naplouse. C'est une idée qui semble facile, mais beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Pour y parvenir, il faut qu'une certaine confiance existe entre les Palestiniens et les Israéliens, chose qui n'existe pas actuellement. Les Palestiniens ont aussi d'autres préoccupations, comme la poursuite de la construction de colonies illégales sur des terres palestiniennes, la tentative d'Israël d'introduire des amendements dans la zone de Haram Sharif et le prélèvement des millions d'euros sur les taxes dues aux Palestiniens. Ainsi, si le traitement de la question sécuritaire est essentiel, des efforts supplémentaires sont toutefois nécessaires sur un large éventail de questions pour réaliser des progrès à cet égard. Cela m'amène à cette grande question, à savoir que le problème existe à cause de l'occupation et du manque criant de vision politique des deux côtés.
get your reaction to an article. J'aimerais connaître votre opinion sur un article qui a été écrit récemment par deux de nos amis, à savoir l'ancien commissaire américain Aaron David Miller et l'ancien ambassadeur américain en Israël et en Égypte, Daniel Kurtzer, un article publié dans le magazine Foreign Policy, dont je vais maintenant vous citer un extrait. And here I'm quoting, "The raid in Jenin and the terrorist attack that followed showcased two long-standing truths in the Israeli-Palestinian drama." Cette visite intervient juste après plusieurs jours de violence entre Israéliens et Palestiniens, notamment un raid militaire israélien dans la ville de Jenin, en Cisjordanie, qui s'est soldé par la mort de 9 Palestiniens, dont certains, selon les forces de défense israéliennes, étaient des membres du djihad islamique, ainsi qu'une fusillade à l'extérieur d'une synagogue de Jérusalem-Est perpétrée par un Palestinien qui a tué 7 Israéliens. On the Palestinians as a means of trying to end the terrorism, but it too has no political goal. Abbas must also develop a diplomatic approach that responds to past Israeli and US. Cette visite ne suscitait donc pas beaucoup d'espoir. Au mieux, amener les dirigeants israéliens et palestiniens à prendre des mesures concrètes pour désamorcer les tensions et travailler ensemble pour prévenir le terrorisme et la violence. Fin de citation. So, what this passage Alors, ce que nous pouvons conclure de cette déclaration, c'est qu'elle résume le manque de volonté politique de traiter les problèmes en profondeur et la détermination à poursuivre l'occupation et les violences sur le terrain. Dans ce contexte, y a-t-il quelque chose que les États-Unis, la Jordanie, l'Égypte ou le Maroc pourraient faire pour résoudre ce problème? Well, I agree with the general point that neither the Israelis or the Palestinians have a political program, a political plan on how to deal with these issues. Je suis d'accord avec ce point selon lequel ni les Palestiniens ni les Israéliens n'ont de programme politique pour traiter ces questions. Et l'un des aspects du problème que nous voyons aujourd'hui sur le terrain est la violence en tant que substitut au processus politique ou à la négociation. Cette dernière est suspendue il y a plus de 10 ans. Situation on the ground just continues to deteriorate. And we've seen, as we pointed out over the course of this program, the Palestinian authorities weaker En than it's fait, ever been sans before. aucune direction politique, que ce soit du côté palestinien ou israélien, ou des États-Unis ou de la communauté internationale, la situation sur le terrain va continuer à se détériorer et nous avons vu tout à l'heure comment l'autorité palestinienne est devenue plus faible qu'auparavant et le gouvernement israélien est devenu plus extrême que jamais. Toutes ces choses nous conduisent dans la mauvaise direction. Nous devons trouver un moyen d'assurer la communication entre Israël et les Palestiniens pour commencer à discuter des questions sur le terrain et à traiter les problèmes immédiats, tout en ouvrant la porte à la possibilité de négociations futures sur un horizon politique clair, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Vous, ainsi qu'Aaron Miller, Daniel Kurtzer et moi-même, avons tous travaillé sur les questions du Moyen-Orient et sur ce conflit israélo-palestinien. 10 years ago, right? Or 10 or so years ago. My question for you is Je voudrais vous demander, malgré votre départ du gouvernement, vous continuez d'ailleurs à suivre les affaires de la région, je voudrais maintenant vous demander, how have the populations quels sont les changements qui se sont produits pour les peuples palestiniens et israéliens et quel était leur impact sur les chances de paix? Il ne nous reste malheureusement plus beaucoup de temps, je vais vous demander d'être concis. Well, I think both the Palestinian public and the Israeli public are moving away
Je pense que le peuple palestinien et le peuple israélien s'éloignent de la solution à deux États et cela fait partie du problème. Les deux peuples sont devenus plus extrémistes et nous l'avons clairement vu dans le degré de popularité que les groupes extrémistes jouissent en Cisjordanie et dans la bande de Gaza aux dépens de l'autorité palestinienne. Nous l'avons également vu dans la montée en puissance de la star des partis d'extrême droite en Israël. Comme je l'ai dit, l'arrêt des négociations signifie la détérioration de la situation et la fin de la communication entre les deux parties. Par conséquent, les deux parties doivent se reconnecter et traiter les problèmes actuels, non pas résoudre les problèmes de statut final, mais au moins aller dans cette direction et continuer à avancer. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion et comme c'est bien souvent le cas, nous avons traité de questions difficiles auxquelles il n'existe pas toujours de solution évidente. Cependant, ce que l'on peut retenir aujourd'hui, c'est que, premièrement, le président Biden comprend bien les difficultés de traiter avec Netanyahou, mais cela ne le décourage pas pour autant. Deuxièmement, il est impératif que le canal de la communication reste ouvert entre les responsables américains, israéliens, palestiniens et leurs voisins. Troisièmement, il n'y a pas d'autre alternative que de s'attaquer en profondeur à ce problème, ce qui n'est malheureusement pas le cas actuellement. Enfin, on constate que les accords d'Abraham aident à consolider la paix. Je tiens à remercier mes invités David Pollock, Jack Wallace et George Landry. Merci à vous également pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.